Vous êtes sur le champ de bataille du Golto de l'Est et vous livrez un combat de naines acharné contre votre pire ennemi. Vous commencez à dominer l'affrontement et votre adversaire se rend compte que son Hatsu est totalement inefficace contre votre naine. Le problème c'est que votre ennemi se fiche complètement de survivre à ce combat et il est prêt à tous les sacrifices pour vous entraîner avec lui dans la tombe. C'est alors qu'il sort un poignard de sa poche et s'apprête à utiliser l'une des techniques de naine les plus puissantes et les plus dangereuses de Hunter x Hunter. Salut à tous, c'est Hunter404 et aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous parler en détail du naine le plus obscur qui existe, le naine post-mortem. Si pour l'instant ce genre de technique ça vous dit pas grand chose, c'est tout à fait normal. Un peu à l'image des naines de malédiction, le post-mortem est une forme très avancée de naine qui n'a pourtant pas été mis beaucoup en avant dans Hunter x Hunter. Et pourtant, quand on constate les ravages que ce genre de naine obscure est capable de faire, ça m'a carrément surpris de voir que très peu de personnages s'en servent au final. Jusqu'au moment où je me suis rappelé que pour utiliser un naine post-mortem, le prérequis c'est de mourir. Donc forcément, un naine qui demande de perdre sa vie pour être enclenché, ça suppose que son utilisateur n'a plus rien à perdre et qu'il est prêt à tous les sacrifices pour remporter le combat. Sauf que dans Hunter x Hunter, plus la condition de naine est hardcore, plus le Hatsu débloqué va être puissant, ce qui veut donc dire que si on doit toujours miser sa vie pour utiliser ce genre de technique, ça veut également dire que le potentiel du naine post-mortem est juste complètement monstrueux. On va décomposer cette vidéo en 3 parties. Les naines post-mortem présents dans l'anime, puis ceux que l'on retrouve un peu plus tard dans le manga, et enfin les naines post-mortem que l'on suspecte chez certains personnages mais qui n'ont pas encore été prouvés. Ça risque de partir sur des grosses théories, donc accrochez vos ceintures, parce qu'on va plonger dans les secrets glauques du naine post-mortem. Je pense qu'absolument tout le monde a pensé à ce personnage en tout premier lieu quand on parle de naine post-mortem. Quand de base on parle de la puissance de Neferupito, au final c'est un garde royal, donc l'un des personnages les plus puissants de Hunter x Hunter, qui possède une maîtrise du naine telle qu'elle peut développer son N sur plusieurs kilomètres à la ronde, ce qui est juste complètement dingue. Sauf que le truc le plus bluffant concernant Neferupito, c'est vraiment à quel point son N post-mortem a été extrêmement bien pensé. Vous vous souvenez de cette espèce de forme un peu bizarre que prend Pitou au moment d'attaquer? Eh bien en fait, c'est sa marionnette qui utilise des espèces de cordons qui justement vont la déplacer et renforcer ses membres au maximum pour justement lui proposer l'attaque la plus puissante possible. C'est d'ailleurs un truc assez courant qu'on avait pu voir dans les utilisateurs de la manipulation comme Charnalk, où au final, la technique de manipulation où ils vont se manipuler eux-mêmes, très souvent ça va leur octroyer une puissance qui est bien au-delà de ce qu'ils peuvent faire d'habitude. Par contre, forcément derrière, il y a des contre-coups. Sauf que le délire absolu avec cette technique de Neferupito, c'est qu'il n'y a absolument aucun contre-coup. À savoir que la marionnette va faire gonfler à outre mesure les muscles de Pitou pour lui octroyer une vitesse et une puissance de dingue. Sauf que le plus ouf là-dedans, c'est que même dans le cas où Neferupito meurt, ce qui est le cas contre Gon Adulte, la marionnette va continuer à officier son rôle de renforcer les membres de Pitou, de les diriger et de faire en sorte qu'elle puisse encore bouger et tuer des personnes autour d'elle. Même quand Gon Adulte a complètement défoncé la tête de Pitou et qu'il n'en restait rien, on s'est rendu compte que son corps était tout aussi dangereux, voire même encore plus dangereux, ce qui revient à dire qu'on est obligé de détruire la moindre parcelle du corps de Pitou si on ne veut pas qu'elle revienne à la vie. Mais la chose la plus effrayante avec cette capacité, c'est qu'il s'agit d'une véritable bombe à retardement qui va exploser de façon énorme en puissance à partir de la mort de Pitou, et ce pour 2 raisons. L'une des choses qui renforce énormément le naine après la mort de l'utilisateur va être une énorme volonté de sa part, et entre autres pour Pitou, il s'agit de sa loyauté extrême envers le roi des fourmis chimères, Meruem. La deuxième raison, c'est qu'au moment de la mort de Pitou, de son corps donc, tout le naine qui reste dans le corps de Pitou va venir se transférer dans sa marionnette et donc faire gonfler sa marionnette entre guillemets en puissance. Et c'est justement cette marionnette qui va derrière faire gonfler à outre mesure les muscles de Pitou et qui va la rendre absolument monstrueuse en combat. Et on en a eu la preuve directement avec Gon Adulte qui s'est fait trancher le bras, alors que je le rappelle, c'est potentiellement la forme de naine du renforcement la plus poussée qui existe. Un autre naine post-mortem que l'on voit dans l'anime Hunter x Hunter est bien entendu celui de Kaito, le disciple de Jin. Ce qui est étrange avec ce naine post-mortem, c'est que à la fois tout le monde le connaît plus ou moins en se disant effectivement c'est grâce à ça que Kaito a pu survivre pendant l'arc Chimera Ant, et en même temps il y a beaucoup de zones d'ombre autour de ce naine
parce que au final, on ne sait toujours pas comment Kaito s'y est pris. Le naine post-mortem de Kaito provient à la base de son naine de la matérialisation, lui permettant de faire apparaître une roulette en forme de clown, qui justement, en fonction du numéro de 1 à 6, va lui procurer une arme en fonction de la situation qu'il a devant lui. Les seules armes de la roulette que l'on connaît pour l'instant à ce jour sont la numéro 2, la 3 et la 4, qui sont respectivement une faux, une masse et une carabine. C'est justement cette arme numéro 3 qui va nous intéresser, cette espèce de masse que le clown lui a sorti juste avant de mourir à son combat contre Neferupito. La chose extrêmement intéressante avec cette arme, c'est que le clown a justement commenté en disant qu'il s'agissait du bon numéro dans la situation, alors que le naine de Kaito doit être bien conscient qu'il n'a absolument aucune chance de rivaliser contre un garde royal. Ça veut donc dire que si le clown a conscience qu'il s'agit du bon numéro et que son adversaire est beaucoup trop fort pour Kaito, eh bien il y a de fortes chances pour que ce numéro soit justement celui qui a permis à Kaito de défier, d'outrepasser la mort. Et cette théorie prend vraiment tout son sens quand on sait que Jing lui-même, donc son maître, a dit que la capacité Crazy Slots a un numéro qui n'apparaît que lorsque Kaito ne veut désespérément pas mourir. Est-ce que vous vous rendez compte quand même de la puissance d'un naine post-mortem qui au final va permettre littéralement de défier les lois de la nature, d'outrepasser la mort, et en l'occurrence pour Kaito, de se réincarner carrément en frère jumeau de Meruem. Là où la capacité de Neferupito lui permettait justement d'être encore plus dangereux, incontrôlable et puissant après sa mort, là on a carrément une capacité de naine qui permet de tricher sur la vie. Tout simplement de ne pas mourir. Je trouve ça complètement dingue. Avant de partir sur des théories de potentiels naines post-mortem dans l'anime, on doit d'abord parler de 3 naines post-mortem que l'on voit dans le manga. Évidemment, le premier naine post-mortem du manga auquel on pense est bien sûr celui de Kuroro Lucifer, à savoir Sun and Moon. Pour faire simple, Kuroro va apposer 2 marques sur son ennemi, une marque pour chaque paume de sa main, et entre ces 2 marques va se produire une énorme explosion qui ne laisse aucune chance à la personne qui en est victime. Cette technique Sun and Moon, que Kuroro utilise justement contre Hisoka à la Tour Céleste, a été volée il y a peu de temps au doyen de Meteor City. Sauf que la chose très intéressante qu'on a ici, c'est que le doyen de Meteor City est mort depuis ce temps, et pourtant Kuroro arrive toujours à utiliser la capacité du doyen, alors que pourtant Kuroro doit avoir pour obligation de laisser en vie la victime à qui il vole la technique, sans quoi il ne peut pas la réutiliser à son bon vouloir. Ça veut donc dire que le naine du doyen de Meteor City est devenu si puissant après sa mort qu'il a réussi à outrepasser les conditions du livre de Kuroro. Ce qui est fou, c'est de se dire que le naine de Kuroro est déjà tellement puissant de base qu'il possède énormément de restrictions qui sont en plus extrêmement importantes et lourdes, donc se dire que le naine du doyen de Meteor City, pour qu'il arrive à contrecarrer ces restrictions et s'implanter en Kuroro alors que pourtant il n'est pas censé pouvoir garder ce pouvoir, c'est juste complètement dingue. Et d'ailleurs pour la même raison, une fois que les marques Sun and Moon de Kuroro sont apposées sur sa victime, elles vont rester jusqu'à ce qu'elles explosent autant de temps qu'il le faudra, et même si le livre de Kuroro est fermé et qu'il n'a pas mis le marque-page sur la technique. C'est juste complètement dingue de voir à quel point cette capacité est capable de contourner toutes les restrictions de Kuroro. Ce qui est juste délirant, c'est de voir que ce naine post-mortem du doyen, il va carrément empêcher une copie créée avec Galerie Fake, donc la capacité que Kuroro avait momentanément empruntée à Kurutopi, eh bien il va empêcher cette copie de disparaître, alors même que, justement, cette capacité n'est plus utilisée avec sa marque qui est apposée dessus. En gros, pour résumer, c'est comme si vous voliez une capacité de votre voisin, que ce voisin meurt, et que du coup, cette capacité post-mortem, elle devient tellement puissante, que, absolument, toutes les restrictions que vous aviez de base sur votre Hatsu, et toutes les capacités naines que vous avez de base, eh bien, elles n'existent plus. Vous n'avez quasiment plus de restrictions. C'est juste ouf. La deuxième capacité de naine post-mortem que l'on voit dans le manga est celle du naine du prince Benjamin de Kakin. Lorsqu'un utilisateur de naine qui a juré fidélité à Benjamin meurt, le premier prince va recevoir cette capacité de naine qui se manifeste sur la paume de sa main droite sous la forme de 4 étoiles. Le truc assez choquant qu'on se rend compte à partir de maintenant, c'est que systématiquement, dans les capacités de naine post-mortem,
les restrictions sont vraiment pas énormes en fait. Par exemple, pour que Benjamin prenne la capacité d'un de ses gardes, il faut justement qu'il vienne de l'armée militaire de Kakin et qu'il fasse partie de sa milice privée, ce qui en soi est pas une restriction de dingue, parce que au contraire, il va former dans son armée les meilleurs éléments pour derrière récupérer leurs capacités. Vous vous rendez compte quand même qu'avec des restrictions aussi faibles, on peut avoir un personnage qui, littéralement, a au minimum 5 capacités qui peuvent être prêtes à l'emploi, venant de personnes qui, potentiellement, sont extrêmement puissantes. Et le truc vraiment puissant et dangereux à la fois, c'est que Benjamin peut hériter d'une capacité même si l'utilisateur d'origine en a perdu le contrôle. Ce qui est frappant avec ce naine post-mortem, c'est que c'est pas forcément le plus puissant qu'on ait vu, le plus choquant, mais c'est celui qui est en fait pratiquement le plus stable, étant donné que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, même si la personne en question, l'utilisateur d'origine, va se faire voler son naine, eh bien dès le moment où cette personne va mourir, ce que Benjamin peut faire de lui-même d'ailleurs, eh bien dans tous les cas, Benjamin récupérera toutes ses capacités, ce qui est juste broken en fait. Le plus fou dans ce naine post-mortem, c'est que Benjamin utilise tous les avantages et toute la puissance et la dangerosité innommables d'un naine post-mortem, mais sans avoir besoin de mourir lui-même, parce qu'il va avoir des subalternes qui vont le faire à sa place. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on pourrait se dire, la vraie restriction, c'est que il serait limité à 5 naines supplémentaires, un naine pour chacun des doigts de sa main, sauf que même ça, on n'en est pas sûr, on n'a aucune preuve que Benjamin ne pourrait pas obtenir tous les naines de ses soldats de son armée. Avant de passer aux théories des naines post-mortem, le dernier naine du manga que l'on doit voir qui est un naine post-mortem extrêmement puissant est le naine de Carmilla, la sœur de Benjamin de Kakin. Pour résumer, après la mort de Carmilla, on a une énorme bête de naine qui ressemble à un chat qui apparaît juste à côté du tueur qui a tué justement Carmilla et qui va écraser dans ses pattes et extraire la force vitale de la personne et qui va du coup effacer son corps. Par la suite, toute l'énergie vitale de la personne qui a été tuée va être transférée au bout de la queue du chat qui va venir donner l'essence vitale dans la bouche de Carmilla, guérir complètement ses blessures et même la ressusciter. Pour vous rendre compte à quel point ce naine post-mortem est complètement broken, c'est en quelque sorte la capacité post-mortem de Kaito, mais sans tous les désavantages, et juste, vous faites apparaître une bête de naine qui va supprimer la personne qui vous a tué et vous donner sa vie à sa place. Là où cette capacité de naine post-mortem est absolument terrifiante, c'est quand on se rend compte que Carmilla est quasiment impossible à tuer. Et surtout, c'est absolument impossible de la tuer en pur 1 contre 1, étant donné que dès que vous allez la faire mourir, derrière, vous êtes mort, vous donnez votre vie, et Carmilla renaît. C'est aussi simple que ça. Donc dans les faits, ça veut dire que vous devez obligatoirement être 2 personnes pour combattre Carmilla, à savoir une qui va la tuer et qui derrière va donner sa vie à Carmilla, et la deuxième personne qui va se tenir prêt au moment où Carmilla sera vulnérable et au moment où le chat n'aura pas encore agi. C'est la seule solution pour se débarrasser d'elle. On finit enfin par le plus intéressant, à savoir des théories sur des potentiels naines post-mortem que l'on ne connaîtrait pas encore, et on commence avec Hisoka. Ça fait beaucoup de débat dans la communauté, étant donné que beaucoup de gens, quand ils ont vu Hisoka mourir contre Kuroro à la fin de son combat, ils se sont dit, en fait non, c'est juste que sa texture trompeuse et son naine, il l'avait mis à l'intérieur de ses organes, et au final, c'est ça qui a fait qu'il a pu revivre. Sauf que le truc qu'on n'explique pas encore, c'est que la brigade est, depuis maintenant un moment, au courant des capacités de naine d'Hisoka, surtout de sa texture trompeuse, et ils sont au courant que, quand ils ont vu sa dépouille, ils doivent absolument vérifier que Hisoka est bien mort. Ce qu'ils ont fait, ils ont vu qu'il ne respirait plus, et donc ils ont dû vérifier s'il n'y avait pas un coup de naine derrière, s'il allait pas revenir. Et pourtant, il a quand même réussi à berner les yeux aiguisés de Kuroro, qui quand même aurait pu reconnaître justement une utilisation du naine et de la texture trompeuse, et au final, il n'en est rien. Ce qui veut dire que pour véritablement tromper les membres de l'araignée, il est clairement possible que Hisoka soit réellement mort et qu'en fait il ait une capacité venant de sa texture trompeuse qui lui ont permis justement de revenir à la vie. Et ce qui pousse beaucoup de gens à croire cette théorie, c'est véritablement quand on voit que Hisoka a changé, il n'est pas vraiment le même depuis qu'il est revenu à la vie, que ce soit psychologiquement ou au niveau de ses capacités, il y a quelque chose qui a changé, qui est bizarre, et beaucoup de gens mettent ça sur le compte de cette nouvelle capacité post-mortem.
Il existe également un autre personnage sur lequel beaucoup de gens se posent des questions quant au fait qu'il avait un naine post-mortem, il s'agit de Jairo. J'avais déjà fait une vidéo sur Jairo justement pour expliquer à quel point il avait un mental complètement d'acier pour résister à cette espèce d'instinct primaire qui fait qu'il est obligé d'obéir aux fourmis chimères une fois qu'il se réincarne. Et c'est encore aujourd'hui un mystère. Parce que même une haine aussi énorme que Jairo avait pour l'humanité, on se dit c'est quand même incroyable qu'une haine soit suffisamment forte pour le préserver de cette espèce d'instinct de fourmi chimère et de faire en sorte qu'il puisse absolument faire ce qu'il veut, aller où il veut et ne dépendre absolument de rien du tout. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens commençaient à penser que Jairo avait peut-être déjà le naine en lui ou une capacité peut-être qu'il ne connaissait pas lui-même et c'est peut-être ça qui a fait que cette capacité de naine qu'il a alimentée avec sa haine, ça aurait été une capacité naine post-mortem, un peu à l'image de Kaito, qui lui aurait permis de revivre et de conserver tous ses souvenirs, toutes ses capacités et tout ce qu'il a envie de faire. Une autre théorie concernant les naines post-mortem vient justement du président Netero, car beaucoup de personnes pensent que Netero a utilisé un naine post-mortem pour justement renforcer la bombe rose miniature au moment de tuer Meruem. En effet, ce qui a beaucoup intrigué les gens, c'est juste avant de mourir, de voir que Netero change complètement, devient extrêmement malfaisant, mais surtout qu'il a un espèce de crâne de mort, une espèce de tête de mort au-dessus de lui qui au final est sûrement faite de naine, et qui potentiellement a l'air de renforcer cette espèce de sentiment de terreur et cette espèce d'explosion de bombe qui va venir juste après. Et vraiment, quand on voit les dégâts complètement monstrueux qu'ont pu causer la bombe dans le désert contre Meruem, on se dit, ça serait vraiment pas étonnant qu'au moment de mourir, au moment de son impact dans le corps, que Netero ait transmis une grande partie de son haine à cette bombe pour qu'elle explose de façon encore plus virulente. Enfin, la dernière théorie sur les naines post-mortem que beaucoup de gens se sont posées concerne l'homme qui a été atteint par la maladie de Zobae qui est revenu du continent caché. On sait forcément très peu de choses sur les calamités, en particulier sur Zobae, mais ce qu'on sait c'est que cette personne qui a été à son contact et qui a contracté le virus de cette calamité, on se rend compte qu'il ne peut pas mourir, il s'ingère lui-même sa propre chair, mais depuis 50 ans, il est en parfaite autonomie, ce qui veut dire que à l'intérieur, il est peut-être encore vivant, mais au final, son corps refuse de mourir, et on sait toujours pas comment. Et quand les gens ont vu que Nanika, qui est du coup une partie de la calamité A et du continent caché, qu'elle utilisait le naine justement pour guérir Gon, ce qui veut dire que théoriquement il y aurait du naine sur le continent caché, on se demanderait si, justement, Zobae n'utiliserait pas le naine et n'utiliserait pas un naine post-mortem pour empêcher, justement, les gens de mourir au moment où ils allaient mourir. C'est d'ailleurs absolument terrifiant de se dire qu'un naine potentiellement aussi puissant que celui de la calamité Zobae, au moment de mourir, s'il se déclenche en tant que naine post-mortem et qui vous empêche de mourir, vous avez absolument aucune échappatoire. Vous êtes condamné à vivre comme ça pour la fin des temps. J'espère que cette vidéo sur les naines post-mortem vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un commentaire, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci à tous pour votre force, c'était Hunter404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.